Merci beaucoup, Laurent Jaffraud, pour cette intervention passionnante. Alors, on va procéder de la façon suivante. On ouvre un moment d'échange qui pourrait être assez long. Je précise à ceux qui ont eu la chance d'entrer sur la plateforme qu'on a été victime de notre succès et qu'il y a malheureusement pas mal de gens qui n'ont pas pu rentrer parce qu'au-delà de 100, ça a bloqué. Alors, comment vous pouvez demander la parole en cliquant sur participants et vous avez un petit, vous pouvez voilà, demander la parole et on vous la donnera. Je vais, moi, poser deux, trois questions à Laurent Jaffraud. Ensuite, je pense que Clotilde Benoît, Paul Véron, Paul Louvel-Dubuc, Jean-Philippe Cobot, qui co-animent avec nous ce séminaire, auront peut-être des questions ou des observations. Et puis après, on vous donnera évidemment la parole. Alors moi, j'ai trois questions en fait relativement simple. La première, elle s'ouvre en fait sur un étonnement, c'est-à-dire je comprends mal l'argument du pessimisme qu'on vous oppose. J'aurais plutôt, moi, tendance à trouver cette conception, disons, d'une forme de faiblesse constitutive de la volonté, surtout dans le temps, que vous présentez comme une hypothèse, mais comme quelque chose finalement de plutôt rassurant. C'est-à-dire, je trouve, moi, plutôt pessimiste les descriptions d'une autonomie ou d'une rationalité triomphante à laquelle intimement on trouve qu'on a quand même beaucoup de mal à accéder individuellement et à laquelle qui exclut aussi un certain nombre d'individus d'un idéal de rationalité ou d'autonomie qui semble difficilement accessible. Donc spontanément, moi j'ai du mal à comprendre cet argument du pessimisme qu'on vous oppose. Je trouve qu'on peut le retourner comme un gant. Ma question, elle porte plus sur l'idée quand vous dites que c'est technique, cette éthique, elle peut être appuyée sur des tactiques ou des techniques, et que ça en fait une éthique de l'hétéronomie et que ces techniques sont profondément hétéronomes. Alors ça m'a amené en fait à me demander comment vous vous situiez. Alors évidemment, c'est caricatural si on dit qu'on est sur une ligne des gens qui défendent qui sont plutôt une éthique ou une philosophie de l'hétéronomie et d'autres, ou de la vulnérabilité et d'autres de l'autonomie, mais j'ai l'impression que malgré tout, même si votre point de départ anthropologique n'est pas une forme de rationalité et de contrôle de soi et de maîtrise toute puissante, même si ce n'est pas le point de départ, qu'il y a quand même l'idée d'une forme de visée et d'une autonomie un peu, voilà, comment dire, c'est pas un idéal d'autonomie, mais que ça reste quand même une valeur, quelque chose à quoi on tient, quelque chose à quoi on est attaché, quelque chose à quoi on s'efforce au moins à certains moments de notre vie. Donc voilà, j'aurais aimé, c'est ma première question. Et du coup, je n'ai pas compris pourquoi vous faisiez une distinction si importante entre les techniques que vous décrivez et les exercices spirituels. Alors, ado peut-être, parce qu'il y a une inspiration stoïcienne, mais Foucault, j'ai moins compris pourquoi cette subjectivation, ces exercices de subjectivation d'effort sur soi pour se constituer comme une subjectivité. Et, pourquoi vous faisiez voilà, une si importante distinction entre ce dont vous parlez et ce qu'ils ont proposé. Et peut-être le dernier point, ce serait, même si vous avez dit d'emblée que vous ne vous situiez pas dans les éthiques appliquées, mais comme c'est quand même l'arrière-plan de ce séminaire, euh, dans le champ de l'éthique appliquée, alors il y a évidemment Catherine Olivet qui préside le Conseil d'orientation de l'espace éthique me disait en vous écoutant, est-ce que par exemple les directives anticipées par lesquelles on indique par avance ses souhaits ou ses préférences, le fait qu'elles aient été dans un premier temps leur validité limitée à 3 ans, puis plus limitée, est-ce que cette prise en considération de la temporalité des refus de soins anticipés qu'on peut avoir, ça s'intègre dans ces, ces, ces disjonctions un peu dans le temps de ce qu'on peut souhaiter? Et puis moi, j'ai un exemple évidemment crucial sur ces questions, puisque vous parlez de mémoire qui est celui de la maladie d'Alzheimer. Euh, il y a une philosophe américaine qui s'appelle Agnès Jaworska qui a essayé de montrer, en s'inspirant des travaux de Parfit, qu'il y a une capacité à valoriser, à être capable d'autonomie au sens que vous décriviez d'ailleurs, hein, d'une forme d'agentivité qui reste
présente beaucoup plus longtemps qu'on ne le dit. Dans la pratique, beaucoup de personnes qui accompagnent des, des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs rencontrent par exemple ce dilemme de personnes avec des troubles de la mémoire qui vivent en maison de retraite, qui ont été ou sont mariés par ailleurs et qui nouent une relation affective, amoureuse, dans une forme peut-être d'oubli de leurs engagements passés, qui peuvent être mariés par exemple. Et donc ça questionne énormément les équipes, c'est très terre à terre comme exemple, mais les équipes se demandent quand même si l'attitude la plus respectueuse vis-à-vis, par exemple, d'une personne mariée en établissement qui, dans ce qui semble être une forme d'oubli de ses engagements passés et qui a une relation intime, affective avec un autre résident, est-ce que l'attitude légitime de l'équipe n'étant pas celle de savoir comment juger moralement ce qui se passe, mais est-ce que c'est à des tiers d'être les porteurs d'une forme d'autonomie ou de subjectivité ou d'engagement que la personne a pu avoir par le passé, ou est-ce que là, on est donc à essayer de contrecarrer cette relation qui est contraire à ce que la personne a souhaité, à ses engagements précédents. Et là, on est dans un cadre un peu compliqué parce qu'interviennent des troubles de la mémoire et probablement des incertitudes sur la persistance d'une identité. Alors, je ne sais pas comment vous la nommeriez, personnelle ou pratique, dans cette situation. Voilà. On pourra revenir sur l'exemple concret qui mérite peut-être plus de détails pour être véritablement intéressant à traiter. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions difficiles. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout. Pour peut-être la dernière question, la plus difficile, mais comme vous avez fait allusion à la distinction entre identité pratique et identité personnelle, je peux peut-être juste dire un mot de cette distinction. La question à laquelle on répond par l'identité, par la mention d'identité personnelle, c'est la question de l'imputabilité d'expérience et d'action à une même personne à travers le temps et en dépit de transformations qui peuvent être profondes, en dépit, par exemple, d'un renouvellement complet du caractère. Donc ça, c'est ainsi que la question d'identité personnelle est posée de manière classique à partir de John Locke et d'autres auteurs. L'identité pratique, à première vue, n'est pas vraiment de l'identité parce que c'est l'identité précisément du caractère, c'est l'identité qualitative et comment dire, la question à laquelle on répond ainsi, c'est de savoir au fond ce que sont les goûts, les croyances, les désirs, les habitudes, les motivations d'une personne qui sont typiques de cette personne et donc le style dominant de son caractère. Vous voyez que les deux choses ne sont pas corrélées puisque précisément l'identité personnelle est supposée être invulnérable au changement profond de l'identité pratique. Donc comment dire, la question de l'identité pratique est pourtant celle dont j'ai parlé aujourd'hui, mais ça suppose que la constance compte pour la personne. Si la constance ne compte pas pour la personne concernée, un changement profond dans l'identité pratique peut poser des problèmes aux autres, mais il n'y a pas on ne voit pas pourquoi on y verrait une altération. Enfin, il y a vraiment une difficulté avec cette question. Malheureusement, on n'a peut-être pas le
ça nécessiterait de longues discussions. Donc, je ne veux pas être trop long et donc j'en viens à vos autres questions en remontant un peu à l'envers. La question sur les directives anticipées est très pertinente, elle excède ma compétence. Je dirais simplement que s'il s'agit de comparer ce que j'ai dit et puis la question très pratique de savoir dans quel délai des directives peuvent être valables. Cette dernière question me paraît être de nature plus juridique, au fond, qu'existentielle ou morale ou même psychologique. Je pense que c'est typique du droit que d'avoir besoin, en fait, de fixer des seuils, avec alors il ne faut pas que ces seuils soient invraisemblables, évidemment, mais il y a toujours un certain arbitraire. Hein. Et donc, je pense que ce problème est plutôt le problème que résout ainsi le droit est un problème de nature pratique plutôt. Et donc, c'est pas tout à fait la même question que celle que j'ai abordée. Vos remarques sur l'hétéronomie, est-ce qu'au fond, j'ai pas défendu une forme d'autonomie? Ben oui, vous avez tout à fait raison, en fait. Comme beaucoup, je crois que les questions de degré comptent beaucoup et que la philosophie est une discipline comme d'autres disciplines qui négligent les questions de degré. Et dès lors que l'on envisage qu'il y a des degrés d'hétéronomie, rien n'empêche d'appeler autonomie relative ce qui est une hétéronomie maîtrisée ou atténuée. Hein. Donc, au fond, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est notre manière d'être autonome, en fait, cette éthique seconde. Hein, je suis d'accord. Néanmoins, je pense que puisque vous m'avez demandé pourquoi est-ce que j'étais réticent à un rapprochement avec l'idée de technique d'existence, technologie de l'existence, je ne sais plus, il y a plusieurs formules qu'on trouve sous la plume de Michel Foucault, c'est tout simplement parce qu'il me semble que chez cet auteur, ces techniques, en particulier les exercices spirituels, sont rattachés à un projet d'accomplissement de la subjectivité. Ce sont des techniques de soi, c'est un projet d'accomplissement de la subjectivité et il me semble me souvenir que Foucault parle même d'instaurer un rapport plein à soi-même à travers ce type de pratique ou de technique. Et donc, c'est une forme d'accomplissement, c'est un accomplissement moral. Et je crois que c'est aborder la question en donnant trop de crédit, en fait, en faisant trop crédit à des formes élevées de maîtrise. Mais peut-être que je me trompe. Enfin, votre première question sur pourquoi est-ce que, enfin, par rapport à l'objection du pessimisme, l'objection selon laquelle, au fond, mettre autant l'accent sur l'éthique seconde, c'est manifester un pessimisme excessif à l'égard de la nature humaine et de notre capacité à répondre aux exigences morales ou des exigences de cohérence dans l'action, etc. Cette objection du pessimisme, elle peut être faite de deux manières. Il y a une manière conséquentialiste de l'affaire qui consiste à dire si j'ai raison, c'est-à-dire si l'éthique seconde compte autant que ça, alors cela justifie des choses qui sont indésirables. Par exemple, le paternalisme. Si nous sommes aussi peu, comment dire, si nous sommes aussi faiblement autonomes,
alors il faut qu'on s'occupe de nous, et ça justifie le paternalisme, et chacun sait que le paternalisme est une mauvaise chose, etc. Je ne crois pas que cet argument soit très satisfaisant, hein. Mais moi, il m'intéresse parce qu'il me suggère une autre piste, à savoir que l'éthique seconde recommande, non pas, conduit à recommander non pas le paternalisme, mais l'auto-paternalisme, ce qui est tout à fait différent, le paternalisme à l'égard de soi-même ou le maternalisme à l'égard de soi-même, qui lui, sans doute, ne pose pas les problèmes de tolérance que pose le paternalisme. Alors, une autre forme que veut prendre cette objection du pessimisme, c'est une forme plus épistémologique, hein, qui consiste à dire que euh, euh, mettre l'accent sur l'éthique seconde revient à sous-estimer notre capacité à être rationnel. Et donc l'objection consiste à dire que si c'était le cas, si l'incohérence pratique était aussi importante, on aurait beaucoup plus de mal à vivre. Et on aurait beaucoup plus de mal à comprendre, d'ailleurs, à interpréter, à lire notre conduite et celle des autres. Or, comme ce n'est pas si difficile que ça, il doit y avoir une erreur quelque part dans mon tableau. Donc ça, c'est je pense, la version peut-être la plus solide de l'objection du pessimisme. Donc, non, je ne crois pas pouvoir écarter aussi facilement, vous voyez, ces objections-là. Mais je m'en tire en me disant que on nous a longtemps expliqué qu'il était très utile de réfléchir à ce que feraient dans telle circonstance des super agents, non seulement très bien informés, mais en plus très équitables, etc., et très performants. Je pense qu'il est tout aussi intéressant pour éclairer notre conduite de réfléchir à ce que feraient des agents qui ne sont pas du tout des super agents, mais au contraire des agents faibles. Donc, je pense qu'au moins comme repère, c'est utile. Voilà, je n'ai pas Merci répondu à beaucoup. tout, mais vos questions Non, sont merci passionnantes. beaucoup. Il faudra que j'y réfléchisse. Merci beaucoup. Clotilde. Oui, merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup Laurent Jaffraud pour votre intervention et pour nous faire le grand plaisir de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque et puis j'ai une question. Alors, ma remarque, en fait, elle vise un peu à peut-être continuer à essayer d'articuler votre intervention à l'objet qui nous intéresse dans ce séminaire. Et je voulais juste peut-être expliciter le fait que ce qui, moi, personnellement, me semble très intéressant dans la perspective que vous offrez en philosophie morale, c'est le fait que finalement, vous élargissez la conception que l'on est amené à se faire de la capacité pratique, de la capacité morale du sujet, dans la mesure où finalement, vous nous dites il y a une certaine erreur répandue consistant à réduire le sujet à quelque chose qui serait ses forces propres et on a quelque chose du coup d'assez un périmètre en fait de l'action sur soi qui se restreint à un noyau finalement très enfin, à un noyau dur qui serait les forces propres du sujet. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est à travers ce concept de l'éthique seconde, d'envisager toute une série de techniques supplétives qui du coup viennent en fait nous rappeler que l'autonomie, eh bien, c'est peut-être une pratique et un exercice qui se fait justement dans l'articulation, alors à un environnement social, à ces techniques que vous avez évoquées. Et au sein de ces techniques, il y avait un dans la liste de Schelling que vous avez mentionné, l'incapacitation, mais on pourrait évidemment penser à ce que Fabrice a évoqué, les directives anticipées, les mandats de protection future. Enfin, il y a tout un ensemble comme ça de techniques qui se développent et qui sont vraiment au cœur de notre sujet. Et c'est justement l'usage de ces techniques qui nous questionne, en fait. Et je dirais que dans ce séminaire, finalement, on essaye de réfléchir à
une transformation qui serait celle du sujet, une transformation qui serait celle d'une certaine conception de l'autonomie pratique qu'on associe au sujet de droit notamment, et ça en passe par une réflexion sur ce type de technique. Et alors, un ensemble de techniques qui a soulevé un certain nombre d'objections et de questions, c'est justement les techniques d'incapacitation, notamment les dispositifs de protection, et notamment parce que ce sont des techniques qui parfois sont utilisées à l'encontre cette fois du sujet lui-même et de ce qu'il voudrait. Et donc là, on est au cœur de la tension entre les souhaits de l'individu lui-même et puis le type de techniques qui sont censées, dans certains cas, justement restaurer une identité peut-être défaillante, enfin une identité alors, personnelle ou pratique, je laisse du coup en suspens, défaillante, ou la maintenir, justement. Et alors, moi, du coup, ma question, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un ensemble, en fait, de débats qui ont surgi dans le champ de la philosophie morale, qui sont liés, justement, à ce problème. Et ce problème, j'ai l'impression qu'on peut peut-être même repartir de Rawls pour le penser. Dans la théorie de la justice, Rawls dit, au moment de la position originelle, les parties prenantes au contrat s'assurent que si dans la société dont ils acceptent de faire partie, ils sont des enfants ou des vieillards dont les facultés sont déclinantes ou des individus dont les capacités fonctionnelles sont pas, sont également défaillantes, eh bien, il faut un dispositif qui leur permettra en fait de garantir la fiction du sujet de droit. Et ce dispositif, c'est justement la tutelle. Alors, moi, du coup, ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire, finalement, on est là vraiment dans le cœur de cette question sur les techniques supplétives, les techniques destinées à maintenir une certaine fiction du sujet. Mais alors, cette fois, effectivement, ces techniques sont à la fois décidées en amont par les sujets avant même d'entrer dans le contrat. Et c'est là-dessus qu'il y a eu tout un ensemble de débats, à savoir, bon, finalement, quel est ce sujet de droit dont on essaye de maintenir la fiction, quel est cet agent pratique dont la rationalité et la capacité à être fidèle à ses propres valeurs et à ses engagements, etc., doit être maintenue. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se rattachent à ça. Alors moi, du coup, donc, ça, c'était juste un peu pour essayer de mon côté de faire ce travail d'articulation. Alors j'aurais une question en fait assez précise. On dit beaucoup que la conception de l'autonomie qui aujourd'hui fait problème est une conception kantienne. Et c'est souvent à Kant qu'on se réfère pour dire bon voilà, il y a une survalorisation de la rationalité, de la capacité aussi à vouloir de façon morale et donc à une survalorisation de cette capacité de maîtrise. Et moi, en fait, je me demande si ce n'est pas plutôt du côté des théoriciens du choix rationnel qu'il faudrait aller chercher cette vision en fait, de l'agent pratique comme d'un agent transparent à soi, comme d'un agent capable de vouloir comme il veut, pour reprendre. Et je me demandais ce que vous en pensiez, notamment vous qui avez beaucoup travaillé à l'articulation de la philosophie et de l'économie. Hein, et je me demandais du coup comment vous pourriez envisager cette perspective. Voilà. Merci beaucoup pour ces remarques très, très, très pertinentes et ces questions difficiles. Donc, pour vous répondre de manière globale, je pense que il faut d'abord se demander qu'est-ce qui justifie l'usage de ces techniques. Et donc, ce sont pas des considérations morales en tant que telles qui justifient l'usage de ces techniques, tout simplement parce qu'elles ne sont pas justifiées de l'extérieur ou justifiables de l'extérieur. La méthode qui a été adoptée consiste à supposer
des projets personnels. Et donc, comment dire, à ne pas se prononcer sur la question de savoir si les finalités poursuivies par l'agent, les personnes dont on parle, sont des finalités morales, de manière absolue, c'est-à-dire indépendamment de la perspective de l'agent. Non, on part des finalités subjectivement morales, c'est-à-dire de ce qui compte moralement pour les personnes, qu'elles se trompent ou pas. Qu'elles se trompent ou pas. Et donc, il est important de remarquer que ce qui justifie l'usage de ces techniques, c'est tout simplement un projet personnel. Donc, c'est une justification subjective. Donc, comment dire, le fait que la justification soit donnée par le projet de la personne, que ce projet soit moralement fondé ou pas, je veux dire de manière objective, c'est très important parce que cela fournit une norme aussi d'acceptabilité. Dans le cas, vous avez parlé de la capacitation, s'incapaciter soi-même peut être subjectivement justifié par un projet personnel. Ça constitue une première limite. S'il n'y a pas un tel projet, à première vue, ce n'est pas justifiable. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement à votre question, mais l'éthique seconde, c'est bien un ensemble de techniques. Certes, ces techniques sont plus ou moins contraignantes, mais le recours à ces divers degrés de contrainte a à être justifié dans la perspective de la personne. C'est-à-dire qu'il faut que pour elle, ça soit un moyen d'atteindre ses fins. Et donc, de ce point de vue-là, le recours à ces techniques est subjectivement rationnel. Ce sont des techniques qui servent d'instruments plus ou moins efficaces pour atteindre des buts que la personne se donne. Donc, je pense que je réponds à votre question parce qu'au fond, ça revient à dire qu'il y a une condition d'autonomie, là, vous voyez, qui doit être remplie pour que l'usage des techniques soit justifié. Si je n'ai pas la capacité, à avoir un projet personnel, on n'est pas dans l'éthique seconde, on est dans autre chose. Ouais. Vous voyez? Donc, par exemple, comment dire, mon identité personnelle est profondément affectée, si je ne souffre même pas d'ailleurs d'un manque, d'une instabilité de l'identité pratique, ça ne m'affecte pas, je n'ai pas besoin de ces techniques-là. Si on les emploie à mon sujet, elles ne seront pas des solutions pour moi de toute façon. Donc, elles ne sont pas subjectivement rationnelles. Et donc, il faut avoir non seulement cette capacité à avoir un projet personnel, mais il faut qu'il existe un projet personnel. C'est à l'intérieur de ce point de vue-là que ça peut être rationnel. D'ailleurs, c'est une façon de répondre à l'autre question de Fabrice, au fond, c'est-à-dire c'est une façon de répondre à l'objection du pessimisme, aussi du pessimisme par rapport à la rationalité. Parce qu'on peut dire, en fait, c'est rationnel pour des personnes qui ont des projets de chercher des moyens de les réaliser, même si ces moyens sont très indirects, en fait. Et peut-être, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par rapport à Kant, mais il y a effectivement dans Kant l'idée, enfin, on pourrait fonder de manière kantienne l'idée de projet personnel, hein, je pense. Bon. Merci beaucoup Clotilde d'avoir refait le lien, rebouclé avec le séminaire. Si tu permets, je passe la parole à Benoît qui, à mon avis, va poursuivre, Benoît Hérault, qui va poursuivre dans la même direction, j'imagine, Benoît.
Oui, merci beaucoup pour ces analyses qui sont très stimulantes et nous proposent un pas de côté, effectivement, qui est vraiment important aussi euh, pour pouvoir voir notre objet un petit peu différemment. Alors, je redis deux mots de cet objet depuis ma position. Je suis sociologue plutôt du droit et j'anime notamment, je co-anime une démarche Cap Droit qui provient de l'interpellation suscitée par l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées sur la capacité juridique. Et on a fait un manifeste, toutes et toutes capables, toutes et toutes vulnérables, où en vous écoutant, j'ai l'impression que d'abord, vous nous donniez des outils pour penser plus loin la force de ce manifeste. Hein. Donc, d'abord, merci pour ça. Et puis, dire aussi que, en vous entendant, l'idée de béquille, j'ai un peu envie de dire, vous universalisez. Alors, peut-être que ce sera l'un des éléments de discussion, cette idée de béquille qui renvoie dans cette convention à l'idée du droit à l'accompagnement à l'exercice des droits. Hein. Il me semble que cette béquille, ce principe d'éthique seconde que vous mettez en avant de manière très forte, c'est aussi peut-être outiller de manière différente cette proposition du comité des droits d'un droit à l'accompagnement à l'exercice des droits. Alors, c'est effectivement ce lien direct entre l'éthique seconde et votre approche, la manière dont vous regardez le droit, les droits sur lesquels j'ai envie de vous poser une question, même si elle est forcément trop large et que c'est très… voilà, c'est pas pour vous piéger, c'est pour nous éclairer d'un point de vue pédagogique sur le lien que vous faites. Moi, assez spontanément, effectivement, j'ai interprété ces techniques comme pouvant être en fait des techniques juridiques du droit. Ce que vous dites là en répondant à Clotilde me trouble un tout petit peu en me disant en fait non, l'enjeu pour vous est vraiment pas de proposer une conversion du côté du droit, c'est vraiment de penser une éthique personnelle. Et donc voilà, ce lien un peu spontané sur est-ce que ces techniques peuvent, à quelles conditions ces techniques se transforment en droit, est-ce que c'est une préoccupation pertinente pour la philosophie morale et derrière, j'ai envie de dire, disons, pour continuer un petit peu la réflexion avec les notions de capacité, contrainte qui nous occupe beaucoup. De fait, en sociologue du droit, on va considérer que cette capacité civile, en tout cas celle du Code civil, c'est une expression, c'est l'expression de la morale sociale, c'est l'expression de la manière dont on considère l'autonomie socialement. Et j'ai un peu envie de dire, dans son intelligence historique, cette capacité civile, je la trouve très proche de cette autonomie relative hétéronomie que vous proposez et sans doute pas toujours d'inspiration kantienne. Hein. Je pense qu'il y a une il y a une épaisseur de cette capacité civile qui est de dire elle se défait dans des circonstances de vie où l'hétéronomie prend le dessus, mais on a bien conscience que l'état ordinaire, pour parler comme Jean Carbonnier, l'état ordinaire des êtres humains, c'est être capable, et l'état ordinaire des êtres humains, c'est pas le héros stoïcien. Hein. Alors, je dis ça parce que j'ai envie d'avoir votre regard quand même sur cette notion de capacité civile, capacité juridique. Est-ce que la conversion en droit de l'autonomie morale dans cette notion de capacité, elle vous parle et ça renvoie à la question de Clotilde sur la manière de défaire, d'interdire des personnes d'agir de manière autonome. Hein. Et là, je suis surpris par la réponse que vous lui avez faite, parce que de fait,
la position du comité des droits qui universalise l'enjeu de la capacité juridique, en gros, s'extrait de la question du projet personnel, ou peut-être pas, puisqu'il dit il faut suivre les préférences, la volonté et les préférences des personnes en les universalisant, considérant que tout être humain, quel que soit son handicap, a quelque chose de l'ordre d'une volonté ou de préférence. Alors, est-ce qu'on peut dire que le projet personnel a cette dimension un peu anthropologique universelle, ou est-ce que, comme chez Rawls, en fait, non, ce projet personnel, il est accessible que quand même à un état ordinaire, mais limité de l'être humain, quoi. Merci beaucoup de ces questions. Je ne sais pas si je peux répondre à la toute dernière question qui est bien difficile. Il faudrait que j'y réfléchisse davantage, mais je vais essayer de répondre au reste, c'est-à-dire ce qui concerne au fond le rapport entre la question des capacités dans le droit, pour dire les choses rapidement, et puis ce dont j'ai parlé. Donc, il y a comment dire, si je ne fais pas de relation où je suis réticent dans les rapprochements et comparaisons avec des questions au principe du droit, alors même qu'il est évident que ce dont il a été question aujourd'hui pourrait être rapproché d'engagements contractuels ou ce genre de choses. C'est tout simplement parce que mon projet s'efforce de combiner une approche normative qui est dominante en philosophie, en fait, et une approche psychologique qui est complètement négligée, qui est assez négligée en philosophie. Je m'explique. Ce dont j'ai parlé ne concerne pas seulement la morale, mais plus généralement l'action. La philosophie de l'action, c'est une discipline qui, traditionnellement, a en son centre les questions de rationalité. La notion de rationalité est une notion normative, tout simplement parce qu'elle permet de faire le tri entre des attitudes, des conduites rationnelles et irrationnelles. De dire c'est correct ou pas du point de vue de la rationalité. C'est une notion normative. C'est une lapalissade que de dire que la philosophie morale s'occupe évidemment de questions normatives. Lorsque j'ai présenté une première version d'un travail sur la mémoire des résolutions dans un colloque à Oslo, il y avait un spécialiste de philosophie de l'action qui est Michael Bratman, et il m'a posé une question très intéressante. Il a été étonné que je parle du problème des résolutions en m'interrogeant sur leur mémoire. Il m'a dit, mais la question de la mémoire, c'est une question de psychologie. Or, nous, en philosophie de l'action, nous nous demandons, au fond, ce qu'est la rationalité pratique. Nous ne nous posons pas de questions de psychologie, parce que les questions de psychologie, c'est des questions de fait, et il y a des questions normatives qui sont d'un autre ordre. Bon. Évidemment, lui-même, d'ailleurs, s'occupe aussi de questions de psychologie en réalité. Bon. Mais il est clair le plus difficile, c'est de combiner les deux approches. C'est ce que j'essaie de faire. Vous voyez, en fait, ce qui rend l'éthique seconde nécessaire, c'est la constitution psychologique. C'est pour ça que j'insiste tant sur la temporalité. C'est la façon dont nous sommes faits, dont notre esprit fonctionne. Donc, ces problèmes théoriques sont étroitement liés à ça.
Donc, je mets l'accent là-dessus et par suite, je néglige, il y a une sorte de division du travail, je néglige des approches beaucoup plus normatives et des questions de philosophie du droit, par exemple. Vous voyez? Et la voie est très étroite, parce que je ne sais pas si en philosophie, on pourra continuer longtemps à combiner une approche normative, une approche conceptuelle aussi, et une approche psychologique, dans la mesure où la psychologie, c'est une discipline empirique désormais, et même expérimentale, sur le modèle des sciences de la nature, et les philosophes sont de moins en moins bien placés pour dire comment l'esprit fonctionne. Donc, il y a aussi cette difficulté-là. Mais j'essaie de combiner les deux, vous voyez. Donc, pour être plus précis, par rapport à la question sur les directives anticipées et le délai de 3 ans, là, je disais, c'est une question de technique juridique quasiment, en fait. Parce que ce qui m'intéresse, quand je parle de temporalité, c'est la dimension psychologique, en fait. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis, mais le fait de combiner une réflexion normative, qu'elle soit morale ou juridique ou politique, et puis une réflexion psychologique, c'est absolument nécessaire, c'est négligé parce que c'est de plus en plus difficile. Et si je suis très historien de la philo, comme vous savez, si je mobilise constamment les classiques, c'est parce que dans la tradition philosophique classique européenne, en particulier avec son arrière-plan théologique très présent, on a un moyen de parler de psychologie qui consiste à parler de la manière, au fond, dont les hommes sont. Et donc ça, c'est le grand thème de la chute dans la tradition augustinienne. Donc là, on a une grande facilité pour parler de ce genre de choses, mais c'est sans rapport direct avec la psychologie des psychologues. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais disons que mon effort porte principalement sur l'articulation avec le psychologique. Et donc, c'est la psychologie morale plutôt que la théorie morale ou une réflexion sur le droit, en fait. Voilà. Mais je pense que c'est complémentaire. Je pense que c'est complémentaire et que lorsqu'on regarde les choses de plus près sur la nature des engagements personnels ou interpersonnels, on doit évidemment s'instruire des différences très subtiles entre diverses formes d'engagement, entre le contrat et autre chose, et au sein même du contrat, entre diverses sortes de contrats aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, Benoît. Je propose de te redonner la parole éventuellement après. Paul Louvel-Dubuc avait une question. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention très riche. Je voulais vous poser une question sur un point que vous avez évoqué vers le début de votre présentation, quand vous distinguez l'inconstance ou la faiblesse de la volonté et le changement d'avis ou l'adaptation des préférences. En théorie, je vois bien comment on distingue les deux. Dans la pratique, ça me semble peut-être plus compliqué. Face à ce qui se présente en apparence comme un changement d'avis ou un changement dans les préférences, on peut toujours se demander si le sujet a vraiment changé d'avis, ou si ce n'est pas la facilité qui le conduit à penser vouloir ce qu'il veut, ou la difficulté qu'il y aurait à faire ce qu'il veut ou ce qu'il veut vraiment. Je pense par exemple à des personnes qui accepteraient à contre-cœur d'entrer en établissement, par exemple, sous la pression de leurs proches, qui exprimeraient ce désir sans trop savoir eux-mêmes s'ils l'ont vraiment. Donc, compte tenu de cette difficulté pratique, non pas théorique, mais pratique, à distinguer entre ces deux choses,
Est-ce qu'il y a des critères empiriques qui nous permettent de le faire, ou est-ce que la distinction n'est que théorique? Et s'il n'y a pas de critères empiriques et si la distinction n'est que théorique, ça pose quand même un petit problème, parce que est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de phénomènes comme la résignation? Voilà, donc c'est une question que je voulais vous poser, qui, je pense, a une importance à la fois pratique et juridique, peut-être. Merci, hein, ce que vous venez de présenter est tout à fait fascinant. Alors, c'est fascinant sur le plan théorique et sur le plan pratique, en fait. Je pense qu'il y a les deux aspects, hein. C'est un défi de rendre compte de manière théorique de la différence entre une instabilité et des changements d'avis motivés. Donc là, vous savez que nos intentions, comme nos jugements, et même nos sentiments peuvent faire l'objet de reconsidération. Mais normalement, ce sont des États qui ont une autorité suffisante pour qu'on ne puisse pas en changer à loisir sans que ça pose un problème, hein. Donc là, il y a une difficulté sur le plan théorique. Comment distinguer une reconsidération fondée et puis une reconsidération fondée, un changement d'avis qui n'a peut-être pas d'ailleurs à se justifier mais qui est acceptable, et puis quelque chose qui serait de l'ordre de l'instabilité. En fait, il y a même deux ou trois ou quatre formes, hein. Il faudrait raffiner. Puis il y a la question pratique. Alors, je crois que en pratique, c'est absolument impossible de porter un diagnostic sur un changement d'avis isolé. Généralement, lorsque l'on réprouve les changements d'avis d'autrui, c'est sur le fondement d'une expérience qui nous permet de nous faire une idée d'un caractère. Ce qu'on déplore notamment, c'est la tendance à changer d'avis de manière légère, la tendance à l'inconstance. Alors, je ne sais pas si ça répond en pratique à votre question, mais si on n'a absolument aucune idée du caractère d'une personne, il est très, très difficile d'évaluer ces changements d'avis apparents. Paolo, tu avais une deuxième question, je crois. Non, en fait, je vais laisser la parole aux autres. D'accord. Les autres réponses ont permis de répondre. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour la réponse à cette question. Alors, Jean-Philippe Cobot, on est désolé, on vous soumet à un feu nourri de questions, mais voilà, on profite de votre présence. C'est passionnant. Les questions sont très intéressantes pour moi. Alors, Jean-Philippe. Oui, bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de ma part pour votre exposé qui, je trouve, jette une lumière tout à fait intéressante sur les questions qu'on se pose dans le cadre du séminaire et plus globalement. Je suis moi plutôt dans des sphères à la fois d'éthique appliquée dans le champ de l'éthique médicale et puis en partie sur la philosophie du droit. Je n'ai malheureusement pas pu, parce que j'étais après les 100 premiers, entendre le tout début de votre exposé, mais je trouve très intéressant la remise en perspective que vous avez fait de la notion de préférence, de la notion de jugement, d'évaluation et puis de choix, enfin toute une série de topics de l'éthique. Et j'aurais voulu vous demander, en ayant en vue aussi les prémices que vous avez rappelées sur un sujet ayant un projet, ayant éventuellement une constance, dans quelle mesure et quel statut dans ce que vous exposez, notamment pour l'éthique seconde, peut avoir la théorie du jugement,
Et j'y pense parce qu'effectivement, dans les sphères dans lesquelles moi je suis, effectivement, il y a une centration importante sur cette théorie du jugement, sur les modalités nouvelles du jugement, notamment dans ses aspects collectifs, plus dialogiques et des choses comme ça. Et aussi le lien que ça peut avoir avec vous avez aussi rajouté l'idée de la rationalité à côté de l'attention que vous faisiez à la psychologie, et notamment cette théorie de la rationalité dans laquelle il y a une certaine remise en cause de l'articulation classique entre les fins et les moyens. Est-ce qu'à travers ces deux aspects, la théorie du jugement d'un côté, une certaine approche de la rationalité, il n'y a pas moyen d'éclairer un peu différemment, je dirais, les prémices d'un projet, d'une constance, et de se rattacher à des perspectives notamment comme celle de projets d'autonomie, comme peut en développer des gens comme Cornelius Castoriadis ou d'autres. Voilà, c'était surtout sur la théorie, sur l'approche ou le statut du jugement que le jugement pouvait avoir dans votre éthique seconde. Merci. Ça me serait difficile de répondre à la dernière question, en fait, qui est présente. Il faudrait que j'y réfléchisse plus avant. Alors, sur le jugement, donc moi, j'utilise cette expression, ce terme de jugement, en fait, pour ne pas prendre parti quant à la question de savoir s'il s'agit de croyances, d'état intellectuel, ou plutôt de sentiments, d'expression de sentiments, etc. Je laisse de côté ces discussions. Donc, je prends ce terme jugement pour éviter ces débats. C'est un terme un peu neutre de ce point de vue-là. On peut en rendre compte de différentes manières. Et il s'agit de jugement évaluatif. Et ce sur quoi je mets l'accent, c'est une dimension d'engagement aux côtés d'autres dimensions classiques du jugement. Et les autres dimensions classiques du jugement, c'est qu'un jugement est supposé répondre à des raisons. Il ne répond pas toujours effectivement à des raisons, mais il est supposé le faire. Il y a d'autres caractéristiques, mais il y en a une qui me semble négligée, qui est celle d'engagement, un engagement interne. Et cet engagement interne est souvent un engagement devant les autres, quand le jugement est explicité, en fait. Donc, comment dire, la manière dont la conduite future peut être orientée par un cadre dépend aussi des jugements. C'est parce que les jugements ont cette dimension d'engagement interne qui participe de cette structuration de la conduite future. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est la dimension du jugement qui m'intéresse le plus. Oui, non, mais ça éclaire bien des interrogations que je pouvais avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Claire Etchegaray a demandé la parole également. Bonjour Claire. Bonjour, merci beaucoup Laurent, comme toujours, pour cet exposé passionnant. Ma remarque, elle sera au début une remarque d'historienne de la philosophie sur Smith, et puis ensuite, du coup, j'en viendrai à un point plus général, je crois, qui rebondit sur ce que les collègues t'ont globalement objecté jusqu'ici. Et juste pour dire qu'effectivement, je travaille en plus de l'histoire de la philosophie pas mal sur les directives, tu le sais en ce moment, les directives anticipées. Et du coup, ce qu'il te donnait à entendre me semble important. Ma remarque en histoire de la philosophie sur Smith, concerne ce passage sur la maîtrise de soi que Smith a justement au cœur de la théorie des sentiments moraux, et sur le deuil, et sur disons la paix. Et à un moment, il dit bien qu'il y a effectivement l'homme sage, en fait, dans le deuil, sait se maîtriser tout de suite. Mais en fait, les autres hommes, eh bien, eux, la seule technique, en fait, qui n'est pas une technique, c'est de laisser passer le temps. Le temps, en fait, peu à peu
ou l'homme sage qui, lui, arrive à se conformer au spectateur impartial. Donc, les fait arriver à cet état de tristesse plus maîtrisée, disons. Donc, là, il y a vraiment chez Smith, en dehors des règles morales, me semble-t-il, une attention au fait que ce que tu appelles l'éthique seconde, peut-être que ça peut être moins des techniques, d'une certaine manière, que quelque chose de très passif aussi. Le temps fait son œuvre. Et donc, j'en viens à ma deuxième remarque de philo général sur ces sujets passionnants que les organisateurs du séminaire travaillent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans l'idée de technique, l'idée d'une contrainte opérée sur soi dont on a toujours le risque qu'elle soit comme une oppression sociale, soit une oppression d'un soi antérieur, en fait, puisque c'est un peu ça, hein, que ce soit dans les directives anticipées, le pacte d'Ulysse, comme tu prenais Ulysse en exemple, j'imagine que les organisateurs ont vraiment cette idée-là du pacte d'Ulysse en psychiatrie. Bon, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque, quand on a une technique, eh bien, qu'on met en place à T1 quelque chose qui à T2 n'est plus du tout, en fait, ne correspond plus du tout à ce que nous sommes ou à notre volonté, etc. Voilà, c'est sur ces deux questions, cette double question. Merci beaucoup, Claire. Je ne pourrais pas répondre à la deuxième question, en fait. Ça nous emmènerait peut-être trop loin. Je vais simplement répondre à la première. Donc, je pense que ta remarque est très intéressante, pas seulement sur Smith. Donc, quand tu pointes qu'effectivement, une des techniques dans les situations de deuil, c'est au fond de laisser les choses, de laisser passer le temps, hein, c'est ce que tu as dit. Donc, c'est une des techniques et j'aurais peut-être dû insister sur le fait que certaines des techniques de l'éthique seconde consistent à organiser sa propre passivité. Donc, je pense que ce que tu viens de mentionner fait partie de ça. J'en ai un petit peu parlé dans un chapitre qui s'intitule « La production du sentiment de l'existence », qui est un commentaire de certains passages des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, dans lesquels on a quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire un moyen d'agir indirectement sur soi par une culture paradoxale de la passivité, en fait. Donc, je ne prends pas ça pour une objection. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on parle de technique qu'on parle nécessairement de moyens qui consistent en des actions, une suite d'actions volontaires, etc. Il faut qu'il y ait une dimension volontaire initiale et ensuite il se passe des choses de manière ça peut se passer de manière complètement passive, en fait. Et d'ailleurs, il y a un phénomène analogue dans la dynamique du pardon à laquelle j'ai fait allusion à la fin de mon exposé, hein, entre des moments d'activité et des moments de passivité, en fait. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, la question sur les directives anticipées, pour moi, ce n'est pas une question qui concerne mon approche psychologique. C'est un problème qui relève de la morale et du droit avant tout. Mais je me trompe peut-être, hein. Je pense que sur le plan psychologique, il n'y a aucune énigme là-dedans, en fait. Mais bon. Merci beaucoup. C'est pour ça que je n'y réponds pas tout de suite. Voilà. On a la chance d'avoir Catherine Audard parmi les participants à ce séminaire. Je suis sûr qu'elle a, sinon des questions, du moins des commentaires et des observations à vous adresser. Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai énormément apprécié l'intervention de Laurent et puis le thème de votre séminaire, bien sûr, et les questions. Je travaille en ce moment sur les critiques que Martha Nussbaum et Amartya Sen ont faites de la théorie de la justice de Rawls et sur la question des capacités et de la vulnérabilité.
et je suis assez critique de scène, mais enfin bon, je suis en train de travailler toutes ces questions. Et d'autre part, j'ai toujours été intéressée par la dimension de la psychologie morale ou de la psychologie philosophique, disons, c'est-à-dire le fait qu'on a besoin de ce niveau intermédiaire que Laurent évoquait tout à l'heure en commençant, des médias ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à réaliser un projet moral, c'est-à-dire réaliser l'idée que l'on peut se faire de soi-même comme sujet moral, on a besoin, bien entendu, de toutes sortes de dimensions secondes, de dimensions intermédiaires, et que la philosophie morale, là je suis d'accord avec Laurent, a souffert d'une abstraction extraordinaire vis-à-vis du sujet humain, de sa réalité existentielle, en particulier de la temporalité. Donc ça, votre séminaire de ce point de vue-là est très, très intéressant pour les philosophes et les économistes également, qui de plus en plus réfléchissent à toutes ces conditions de la rationalité, du choix dans la durée, et non plus comme les utilitaristes, comme la welfare economics, dans l'instant du choix et des préférences. Voilà. Donc ça, c'est très important, et vraiment, j'étais très, très intéressée. Alors, juste une petite remarque à Clotilde qui mentionnait la position originelle. Il y a chez Rawls toute une analyse de la rationalité pratique. Et dans la position originelle, les partenaires, les contractants, doivent s'engager à respecter leur choix dans la durée, même si leurs circonstances personnelles s'avèrent transformées. Donc là, vraiment, on voit que la projection temporelle et la continuité et la finalité des décisions sont vraiment constitutif de la rationalité pratique. Donc, il faut voir maintenant comment les choses s'articulent. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que la rationalité pratique définit un horizon de normes, un horizon normatif, mais la réalisation et la pratique sont évidemment non pas en opposition, mais tout le temps en articulation avec cet horizon normatif. Alors, moi, j'avais une question, mais un peu pointue, qui était plutôt un complément. Est-ce que, Laurent, vous seriez d'accord pour dire que la notion de sanction chez Bentham, les 4 sanctions qu'il analyse dans l'introduction, comme intermédiaire entre le principe d'utilité et la réalisation, enfin la pratique, et la pratique juridique en particulier, qui est centrale pour Bentham, est-ce qu'on pourrait articuler l'idée, donc l'analyse des sanctions et le rôle de la punition, de la souffrance, de la peine, et au contraire de la récompense et du plaisir, dans les liens que vous voyez entre le personnel et le social, parce que vous avez fait toute une liste de la façon dont les règles sociales sont transformées en règles personnelles, sont intériorisées, et en même temps l'importance des émotions pour donner de la force aux règles personnelles, etc. Donc tout ça, dans cette articulation, et alors, est-ce que l'analyse des sanctions n'est pas extrêmement importante, et en même temps, à l'horizon, l'idée de l'hétéronomie totale, c'est-à-dire la suppression des libertés et la condamnation de toute autonomie personnelle. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la suggestion. Il s'agit bien, il y a bien cet élément d'éthique seconde dans Bentham de ce point de vue-là. D'ailleurs, il ne l'invente pas parce que l'idée selon laquelle c'est en agissant sur les plaisirs et les peines qu'on va promouvoir la vertu et décourager le vice. Elle est très ancienne, évidemment. Elle se trouve dans le passage Éthique à Nicomaque auquel je faisais référence, à la toute fin de Éthique à Nicomaque. Mais donc c'est déjà là, mais il y a une différence majeure. C'est qu'à la fin de l'Éthique à Nicomaque, ça vaut pour les jeunes. Donc ça vaut pour l'éducation. C'est un moyen d'entrer dans la vie morale. Mais ce n'est certainement pas le ressort de la vie morale pour Aristote.
Et donc là, alors ça rejoint votre deuxième remarque, c'est qu'effectivement, si c'est la totalité de la vie morale qui repose sur ce ressort, ça veut dire qu'on est mineur de manière définitive. Voilà, et il y a cette chose, il y a cet aspect-là dans l'utilitarisme classique qui menace constamment, en fait. Voilà. Donc, ça a été une sorte de généralisation d'un principe éducatif, mais qui ne valait qu'en tant que principe éducatif, en fait. On ne vous entend pas, je crois. Donc, ça vaut pour les mineurs. Donc, quand on considère les patients psychiatriques atteints d'Alzheimer, etc., comme des mineurs, c'est exactement ça. Hein, c'est ce traitement de... On ne traite pas l'humanité comme majeure, mais comme mineure dans ce cas-là. Absolument, oui. Ouais, ouais. Donc, ça rejoint Kant quand même. Ça va. Oui, de ce point de vue-là, oui, sans aucun doute. Oui. De même, je l'ai dit, hein, pour répondre à Clotilde, sur la capacité à former des projets personnels, c'est une idée kantienne. Hein. Il y a une excellente philosophe de Munich, Monika Petzler, qui a beaucoup travaillé sur l'idée de projet personnel. Et je pense qu'elle vient du kantisme d'une certaine manière, en fait. Hein. Voilà. Enfin bon. Oui, très bien. Merci beaucoup, Catherine Audard. Je pense Benoît Hérault et Clotilde et les co-animateurs seront d'accord avec moi pour vous annoncer qu'on va très probablement vous solliciter pour la saison 2 du séminaire, a fortiori si vous travaillez actuellement sur ces idées de capacité et de vulnérabilité sur lesquelles on serait vraiment très très intéressé d'avoir votre regard. On va s'acheminer vers la conclusion probablement. Alors, j'étais intéressé par le fait que soit évoqué à la fois la béquille et le ressort de la vie morale, entre ces deux métaphores de la béquille et du ressort. Je ne vais pas dire que mon corps balance, mais c'est intéressant quand même de penser en tout cas que cette vie morale déjà se déploie dans le temps et qu'elle puisse avoir besoin de soutien. Écoutez, Laurent, je vous remercie très 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 chaleureusement. Je n'imaginais pas il y a 20 ans sur les bancs de la Sorbonne, étroit, vous écoutant parler de Locke, que je rajeunirais de 20 ans, vous écoutant aujourd'hui, c'était extrêmement riche. Je trouve que ça nous déporte à la fois par rapport à certaines questions et j'ai été sensible au fait qu'à certains moments, quand on voulait vous emmener sur des terrains un peu différents, vous insistiez sur le fait qu'on était en train de partir sur un autre plan et que s'il y avait des liens, on n'était quand même pas en train de parler des mêmes choses. Et ça, je pense que c'est un point de vigilance qu'on doit avoir. Je retiens notamment tout ce que vous avez dit sur les techniques et les stratégies pour soutenir cette éthique malgré tout de l'autonomie que vous avez proposée. Donc cette séance a été enregistrée. Si vous en êtes d'accord, on la mettra à disposition sur notre site. Et puis voilà, on vous remercie très chaleureusement encore. Et merci à tous les participants. C'est moi qui vous remercie et je prie d'excuser les personnes qui ont posé des questions dans le module de conversation, de ne pas avoir pu lire ces questions, donc de ne pas avoir pu y répondre. J'imagine qu'elles sont revenues dans la conversation, dans les questions orales. Merci beaucoup. Hein. Oui, je suis d'accord pour la diffusion de cet enregistrement. Merci beaucoup. Ça sera mon dernier mot. Merci. Au revoir à tous. Bonne fin de journée.